au quotidien actuellement quand tu travailles. Voilà. Je voulais juste faire une aparté. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la conférence, à lever la main et on vous passera le micro. Alors en fait, le jeu, c'est ce qui m'a amené à l'écriture. J'ai fait énormément de jeux de rôle, j'ai testé plein de jeux, c'était à la grande époque dans les années 80. Du coup, j'ai écrit mes histoires, j'ai imaginé des mondes, j'ai masterisé des parties, j'ai joué plein de rôles. Et donc finalement, au fil du temps, je me suis mis à l'écriture comme ça, l'air de rien, sans trop me rendre compte. Mais j'habitais pas Paris, j'étais en province. Jeux de rôle, c'est quand même une galère, c'est vraiment une vie un peu difficile. Donc j'ai fait quand même un petit livre dont vous êtes le héros dans une petite série HL qui a été arrêtée. Ça a été ma première heure de gloire et ma première publication, mais donc ça n'a pas vraiment été suffisamment pertinent. Donc j'ai bifurqué parce que j'ai eu l'opportunité de partir dans la BD, du coup plutôt dans l'écriture linéaire. Et en fait la BD m'a ramené au jeu. C'est-à-dire qu'on est revenu me voir, me dire ah bah c'est bien, toi tu fais de la fantaisie, t'écris des trucs courts, etc. On a besoin de toi justement pour revisiter un script de jeu justement, et ça va nous aider parce qu'en plus là le word count, c'est-à-dire justement la quantité de mots est très courte, donc il faut savoir écrire façon BD, parce que justement en écriture BD on a ce problème aussi de taille de la narration, du format qui est très contraint, des cases qui sont, on ne peut pas les étirer à l'infini, donc on est très limité dans les formats BD, et du coup on apprend à écrire avec peu de mots. Et justement recourir à l'image ou à l'ellipse, sauter d'une case à l'autre, justement, il y a énormément d'ellipses dans la BD, donc on jongle vraiment avec tous ces problèmes, tous ces paramètres, pour arriver à raconter une histoire quand même qui tienne la route, dans un album de 46 pages. Donc je me suis retrouvé à faire du jeu et à me retrouver avec d'autres scénaristes. Ah c'est cool parce que dans un BD, c'est vrai, on est tout seul chez soi, avec le dessinateur il est à l'autre bout de la planète, on l'a au téléphone, on se voit en salon, mais on n'est jamais ensemble, on ne discute pas vraiment de ce qu'on fait, enfin on n'a pas cette interaction. Donc je trouvais ça super intéressant, puis toute la réflexion revenir sur la réflexion d'écriture interactive, les arborescents, tout ça. Donc ça m'a redonné goût vraiment à cette écriture, et puis je me suis dit bon, bah, je vais rester dedans quand même, parce qu'il y a vraiment un truc à faire, et puis il y a le numérique, et c'est vrai que ça ouvre toutes ces portes en fait, avec la BD, se pose des questions avec des BD numériques. Donc je me suis retrouvé vraiment à dire bah, je vais faire un peu des deux, je vais garder le jeu comme corde à mon arc. Mais effectivement, c'est une corde à mon arc, c'est-à-dire que moi j'arrive, je suis missionné en général. On vient me chercher pour un boulot de scénario, mais le projet il a déjà commencé, il va continuer sans moi. J'initie pas vraiment les projets, c'est pas mes projets, c'est des boîtes qui ont entendu parler de moi ou qui me font passer un test et je me retrouve donc embarqué dans le projet. Voilà donc pour ma situation de scénariste, donc, ce qui n'est pas le cas des autres, je pense, en partie certains. On va voir. La question c'est parcours, comment actuellement, c'est quoi ton quotidien de scénariste en fait là, et un petit peu de parcours avant, comment tu D'accord. Bonsoir déjà, ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Non, moi en fait j'ai commencé, moi j'aime écrire depuis que je suis tout petit, ça a vraiment été le but de ma vie depuis vraiment tout gamin, en disant je ferai ça, quoi que ça coûte, je ferai ça, même si je dois bouffer des tranches de jambon tous les jours, je m'en bats les couilles, je ferai ça. Mais du coup j'ai toujours aussi voulu devenir réalisateur. Et en fait, moi, je suis rentré dans le jeu vidéo de par mon métier de réalisateur, parce que je fais pas mal de clips, de pubs, de courts-métrages aussi. Et en fait, c'est un pote à moi qui est un des fondateurs du studio Dontnod, donc Alexis Briclot, qui est concept artiste, qui est venu me voir, parce qu'on était très copains avant, et qui me dit, écoute, pour notre premier projet, un truc qui s'appelait Adrift, qui est devenu Remember Me après, on aimerait bien voir ton point de vue de réal, pour que tu fasses ta motion capture, que tu diriges les comédiens, et que tu poses des caméras sur notre première FPP, notre première démo, pour qu'on essaie de vendre le jeu. Du coup, je suis rentré un petit peu à Dontnod comme ça, donc pour une petite mission, en fait, pour vraiment le côté réalisateur. Et vu que j'ai un gros background de scénariste, un petit peu multitâche, c'est-à-dire je fais pas mal justement de clips, de pubs, de courts-métrages, de bandes dessinées, etc. Je me suis dit, bon, attends, c'est peut-être pas si mal aussi d'écrire des jeux vidéo. Et du coup, j'ai commencé à bosser sur Remember Me dans l'équipe de scénaristes qui était guidée par Alain Damasio. Donc c'était super cool. Et justement, et juste après en fait Remember Me, où j'ai réalisé donc toutes les cinématiques
toutes les cinématiques du jeu et fait toute la motion capture du jeu. Tu as les boss de Dontnod à la fin de Remember Me qui sont venus nous voir avec deux autres potes de la team en disant bon, bah, écoutez les gars, nous on va partir sur un gros triple A, un espèce de truc énorme et tout. Vous, si vous avez une idée de jeu, bah, allez-y, démerdez-vous, faites ce que vous voulez. Le seul truc qu'on vous demande, c'est d'utiliser la mécanique de rewind qu'on avait dans le Memory Remix. Faites ce que vous voulez avec ça. Et de là est né Life is Strange. C'est vraiment parti de cette contrainte de gameplay en disant bah, on va utiliser le retour dans le temps, le côté retour de gâchette, etc. Faites ce que vous voulez. Et de là est né Life is Strange. Et voilà. Et donc du coup aujourd'hui, bah, je jongle avec mes petites missions de jeux vidéo à droite à gauche où je fais à la fois de la réal et à la fois de l'écriture, notamment pour Dontnod, beaucoup d'ailleurs. Et tous les projets que j'ai à côté, c'est-à-dire des séries télé, je bosse pas mal sur des trucs comme. Enfin, j'ai écrit la série télé Soda, donc chef-d'œuvre. Et donc voilà, donc je bosse pas mal pour Netflix aussi, et sur du long métrage là, en ce moment, donc qui est plutôt cool. Voilà. Mon quotidien et mon bazar. Merci. Soda, c'était très bien. En vrai, j'assume. L'écriture est meilleure que Ouais. Ah, Non, mais fallait le faire. ça a lancé Kevin comme ça. Bonjour. Moi je crois que je suis le plus vieux de tous, non? Bon, j'approche de mes 40 ans. Voilà, d'accord. Je faisais un métier de con jusqu'en 2011. Voilà. Mais j'ai commencé en 2000 je voulais faire des point and click quand j'étais petit, parce que j'adorais LucasArts. Et en 2000, j'ai essayé de faire des point and click, et je me suis aperçu qu'il fallait dessiner et animer, ce qui est épuisant et ça requiert du talent, ce que je n'ai pas. Du coup, je me suis mis dans ce qui s'appelle la fiction interactive, qui est un genre de jeu vidéo qui était très codifié à l'époque, qui était des jeux textuels, dans des langages très particuliers, avec une communauté toute petite. Et c'était une communauté où il y avait moi, il y avait quelqu'un qui s'appelle John Ingold, qui depuis a créé Inkle, et une personne qui s'appelait Emily Short, qui est quelqu'un de très connu aujourd'hui, et une autre personne qui a fait Our Story, qui s'appelait Sam Barlow, qui avait fait un jeu qui s'appelle Hail, qui est excellent. Donc j'ai fait pendant de 2000 à 2011 des fictions interactives le soir, quand je rentrais de mon boulot de con. Et un jour... C'était quoi le boulot? Non, c'était horrible. C'était le boulot que vous faites. Voilà. C'est le boulot, c'est pas ça, mais c'est le boulot qu'on fait et qu'on se dit un jour, j'ouvrirai mon bar à Mykonos, tu vois, les mecs qui claquent tout, qui changent de vie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'avais 33 ans, j'ai tout plaqué dans ma vie, j'arrête tout, et j'ai dit maintenant, je fais ce que je veux. Et le lendemain, il m'est arrivé je vous conseille de le faire un jour peut-être dans le livre, parce que le lendemain, il m'est arrivé des trucs fous. Le lendemain, il y avait... comment ça s'appelle, GQ Magazine qui m'a dit on a lancé Wired France, tu veux pas écrire des articles? Pourquoi pas, j'ai jamais fait ça. 2 mois plus tard, je pigeais au Nouvel Obs, j'écrivais un article sur Lara Croft. J'ai pas du tout gagné d'argent, mais il m'arrivait des trucs assez fous. Et tu rêvais d'ouvrir un bar à Mykonos? Non, pas du tout. Pas à Mykonos, hein. Non, mais c'est pas M6. Et donc, du coup, j'ai continué à faire la fiction interactive et à en parler parce que ça coûtait pas cher. Et j'ai essayé du coup, à force de travailler, parce que ça faisait 10 ans que je faisais de la fiction interactive, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michael de Micro Studio. On a créé un jeu qui s'appelle Out There, je ne sais pas qui est là. C'est un peu mon Born to be Alive, c'est-à-dire que je vis dessus depuis 5 ans maintenant. Et malheureusement, je fais d'autres choses entre temps. Et tout le monde me dit ah, t'es le mec d'Out There. J'ai acheté Out There, il est super. Et voilà, ça me saoule un peu, mais ça a complètement éclipsé tout le reste. Mais Dieu merci, j'en vais très bien. Et aujourd'hui, j'ai la chance effectivement de travailler uniquement sur des projets que j'initie moi, que je fais moi, qui me rapportent rien, mais qui me rapportent rien, qui me rapportent un peu. Ils y vivent, ils existent, tout ça, c'est pas encore des hits, voilà. Et voilà, j'ai une liberté et je fais aussi de la recherche et du développement en narration. Voilà, donc j'espère qu'on en parlera. Je les ai un petit peu saoulés pour ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Eh bien, moi, j'ai toujours écrit aussi depuis que je suis toute petite. Et au moment de choisir quoi faire comme étude, j'avais envie d'apprendre à écrire avec des images. Et donc, dans un premier temps, ce qui m'a motivée, c'était d'apprendre finalement la réalisation. Donc, j'ai fait une école de cinéma
en Belgique et j'ai fait pas mal de réalisations là-bas et assez rapidement j'ai eu envie de revenir vers l'écriture et apprendre à maîtriser vraiment la dramaturgie et donc tous les types d'écriture, que ce soit pour le cinéma, le docu, la série, l'animation. Et c'est à peu près en même temps que j'ai appris l'existence d'une école qui s'appelle l'Engmin. Et en fait, c'était un peu la révélation pour moi, puisque pendant tout ce temps-là, même si j'adorais écrire, ça m'était pas venu à l'idée qu'on pouvait concevoir des jeux vidéo sans être forcément un programmeur. Et du coup, j'avais jamais vraiment exploré cette voie-là. Et quand j'ai appris l'existence de cette école, je me suis dit que c'était évident que la finalité de cet apprentissage de toutes les écritures, c'était l'écriture interactive. Du coup, je suis rentrée à l'Engmin dans la section Game Design, où là, on apprend non seulement le scénario pour les jeux vidéo, mais surtout à écrire et à concevoir une expérience de jeu. Donc ça va plus loin que simplement le scénario, c'est comment mettre en cohérence une histoire et une expérience de jeu. Donc là-bas, j'ai fait un projet étudiant qui s'appelait Michel à l'époque, et qui a bien plu et dans le milieu étudiant, et qui est devenu quelques années plus tard Léon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler d'abord chez Quantic Dream, où justement, ils ont plutôt apprécié ma double casquette scénariste, game designer. Et ensuite, j'ai passé quelques années en tant que je sais pas comment on appelle ça, auteur, designer indépendant, à travailler sur différents projets et à justement faire un peu ce lien, souvent entre des boîtes de production qui avaient envie de commencer à toucher à l'interactivité ou aux jeux vidéo, mais qui ne savaient pas trop comment ça marchait, et donc d'essayer de créer un pont comme ça entre l'audiovisuel et l'interactif. Et ensuite, sur le côté, je continue un peu à... En fait, on a décidé de reprendre un peu le principe du jeu parce qu'on le trouvait très sympa. Il n'y avait toujours rien qui existait sur le marché sur cette idée-là. Et on a refait un petit proto de notre côté, et avec ce proto-là, on a gagné un concours qui se passe à Monaco depuis 3 ans maintenant. Et c'était la première édition de ce concours qui offre, entre autres, 100 000 € d'investissement pour finaliser le projet qui a remporté le concours. Du coup, vu qu'on a gagné 100 000 €, on a créé une société pour pouvoir les recevoir, et puis on a travaillé. Et donc ça, c'était en septembre 2015, non, en mars, je sais plus, oui, en mars 2015. Et du coup, suite à ça, on a créé la société qui s'appelle Witty Wings, et puis pendant 1 an, on a travaillé à finaliser le jeu, qui est sorti à la fin de l'année dernière. Et du coup, en fait, c'est compliqué de répondre à la question c'est quoi le quotidien d'un scénariste, parce que ça dépend de si on est vraiment scénariste, auquel cas on travaille vraiment un scénario. Si on travaille pour un jeu vidéo, et dans mon cas, le métier de game designer et celui de scénariste étaient complètement entremêlés, et donc ça pose des questions qui n'ont rien à voir, parce qu'on n'écrit pas seulement avec des mots, et en l'occurrence des images, mais aussi des actions qu'on donne à faire aux joueurs, et c'est avec ça qu'on crée du sens, qu'on crée de l'expérience. Et le quotidien est encore modifié une fois qu'on a créé sa société, parce qu'en plus d'être scénariste, game designer, level designer de son jeu, on devient entrepreneur, administrateur, chef de projet. C'est un peu... Voilà. Tu veux que je pose des questions? On va y arriver. Vous avez des questions? Il y a une question. Ouais, il y a une question. Parfait. Bonsoir. J'ai une question un peu d'ordre général, c'est le rapport aux outils pour la pratique d'écriture. Mais peut-être une question plus précise pour Fibroti, où j'étais un peu surpris et content d'entendre parler de fiction interactive. Alors je ne sais pas si vous parlez de fiction interactive comme Inform et tout, parce que le short c'était un peu ça. Donc la première question, c'est est-ce que c'est Inform? Alors, la première fiction interactive Inform en français, c'est moi. Mais j'avais pas ce nom-là à l'époque, puisque Fibrotique, il est né en 2012, tu vois. Donc, mais si tu regardes, malheureusement, on va dire 70% des fictions interactives en français produites entre 2000 et 2011, c'est moi. Mais il n'y avait pas grand monde et on était 2. Donc, voilà. Alors, après, sur les fictions interactives, parce que j'avais plusieurs questions, je les pose. C'était est-ce que c'est Inform plutôt que TAT? Est-ce que c'est Inform 7 plutôt qu'Inform 6? Alors, c'est Inform 6, puisque Inform 7 est arrivé en 2012. On va revenir sur qu'est-ce que c'est Inform. Les outils, c'est un outil dédié aux fictions interactives, mais plus précisément, ça permet pas de faire des fictions interactives comme des livres dont vous êtes le héros avec des embranchements de choix. Ça crée des open world comme Assassin's Creed, mais textuels. Voilà.
Donc c'est ça. Un outil qui a été créé en 93 par quelqu'un qui s'appelle Graham Nelson, Tout à fait. un professeur de mathématiques À Oxford et de poésie. et de poésie. Et qui est aujourd'hui marié à Emily Short, donc c'est le couple de la fiction interactive incroyable. Et qui est un outil qui a une particularité donc, de ne pas faire des arts hypertextuels et plutôt de déclarer des rooms et dans lesquels on crée des objets avec lesquels on peut faire des interactions. Et voilà. C'est la littérature structuraliste non linéaire, tout à fait. Mais c'est plus trop à la mode malheureusement. Mais je ne sais pas si on en parlera, mais Et ça fait Carnage dans les années 80 avec Zork, si vous connaissez, et puis après, ça on peut en reparler. Mais du coup, c'était. Alors, juste pour citer pour la fiction interactive, il y a quand même des choses qui ont été faites qui étaient admirables. En 98, il y avait encore Red, et puis après, il y a quelques. Il y a Zarf aussi qui était pas mal, je pense, on parle d'Emily Short, mais il y avait comme une petite communauté. alors Zarf, c'est Andrew Plotkin, donc c'est un game designer qui a dit une phrase extrêmement importante sur d'être game designer. C'est si vous devez créer un jeu, créer l'univers et les règles émergeront d'elles-mêmes. Donc ça, si vous pouvez retenir ça ce soir, vous avez gagné votre journée. Et ensuite, Andrew Plotkin, qui est un très très grand game développeur, il a trouvé un jeu en Russie, c'était le jeu de la mafia, et il s'est dit tiens, ce serait bien de le skinner en loup-garou. Et en 1984, il le skin en loup-garou, et après ça a été réimporté en France, ça s'appelle les loups-garous de Tierceleux. Ça a été réimporté, on va dire, librement, voilà. Et donc la question c'était quel est le rapport du Uniform sur la pratique d'écriture par exemple dans Outzer, notamment, est-ce que ça a influencé Non. Alors, aujourd'hui, Uniform, c'est un très bel objet pour faire des jeux vidéo expérimentaux, de la même façon qu'il y a une scène de cinéma expérimental qui permet de se faire la main, qui permet d'avoir une dextérité mentale. Mais tu ne peux pas faire aujourd'hui, en tout cas dans les 3 ans qui viennent, je pense, des jeux commerciaux intéressants sous Uniform, parce que les jeux Uniform dont on parle depuis tout à l'heure, ce sont des jeux dans lesquels l'input utilisateur, il doit écrire des mots. Vous écrivez des mots comme ouvrir porte, ouvrir le placard, prendre tout ce qu'il y a dedans. Donc Vas-y, peut-être reprendre juste genre 1 ou 2 minutes, juste pour faire un exemple, vas-y, comment tu créerais une room dans une forme. Alors, je prends l'exemple d'Inform 7, quand Inform 7 est arrivé, création d'Emily Short, ça a été une météorite dans l'univers parce que c'est un langage de programmation, un langage naturel. C'est-à-dire que vous n'avez pas à programmer, vous avez juste à écrire des mots en anglais en l'occurrence, mais vous pouvez écrire en franglais si vous voulez pour publier des choses en français. Donc vous dites simplement, on est dans une pièce qui s'appelle le labo de l'édition. Et là il y a un objet, et on l'appelle une table, donc c'est féminin, c'est en bois, on peut se mettre dessus, on peut passer dessous. Donc c'est en bois, ça peut brûler. Et vous dites juste ça dans un fichier texte, vous le compilez, et vous avez votre univers en mode texte avec lequel vous pouvez interagir. Vous pouvez prendre la table, vous pouvez aller dessus, vous pouvez aller dessous, vous pouvez la brûler. Et comment l'utilisateur il interagit dans ce monde? L'interaction se fait avec vous mettez des mots en français ou en anglais, genre aller sous la table, et vous êtes sous la table. Voilà, vous avez un input, vous êtes sous la table. Alors ça a l'air super cool comme ça. Il y a des jeux très intéressants qui ont été faits, notamment par Sam Barlow qui a fait Her Story par la suite. Mais malheureusement, ce sont des jeux qui sont un peu expérimentaux et un petit peu compliqués. Mais les jeux sont incroyables, c'est une autre dimension. Mais c'est exactement comme si vous adorez le cinéma et tout d'un coup vous découvrez le cinéma expérimental et vous dites « Ah, c'est top !» Mais c'est pas là que les sous et le monde entier regardent. Voilà. Et si tu avais si tu avais un lien à donner pour que les gens puissent retrouver... Alors il y a une communauté française de la fiction interactive sur efiction.free.fr. Je n'y suis plus malheureusement, mais il y a des gens qui s'en occupent très bien. Et avant, on était sur un forum Usenet, mais je m'en souviens pas, ça n'existe plus. Donc, sur eFiction, vous aurez tous les jeux en français, en tout cas, et vous aurez les références de jeux en anglais. La personne qui a fait Her Story, qui s'appelle Sam Barlow, il a fait un autre jeu, il faut absolument y jouer parce qu'il est extraordinaire. Et la personne qu'on a citée tout à l'heure, qui s'appelle Andrew Plotkin, il a fait des jeux aussi, il faut y jouer parce que quand vous y jouez, vous dites « Ah ouais, et ça aussi, ça existe. » C'est assez incroyable, mais on n'a pas le temps d'en parler. Où va la conversation? Du coup, on va passer sur les questions régulières. N'hésitez pas à intervenir. Parce qu'après, on va repasser sur les outils. Et là, une forme de ce que j'ai compris, parce que moi je ne suis pas dans la scénarisation du coup, mais ça ne représente pas du tout la majorité du marché, mais c'est quelque chose qui est très utilisé. Non. Non. Il y a peut-être 50 personnes sur la Terre qui utilisent Uniform. Mais par contre, c'est l'outil le plus puissant. C'est un peu comme si tu avais la foreuse la plus puissante de l'univers. Il y a que 50 personnes qui forent, mais elle est extraordinaire. Mais on n'a pas besoin de faire des trous. Voilà. Ok. Voilà. Et on passera sur les autres outils après. Mais peut-être qu'on peut en parler maintenant.
de quoi, des outils? Ouais, on peut Pour rebondir un peu sur une forme, je ne sais pas si Charlotte ou Jean-Luc ou Ronan, vous utilisez des outils pour écrire. Est-ce qu'une forme peut être utilisée pour prototyper ou c'est forcément pour essayer de... Est-ce que vous utilisez des outils pour prototyper? Comment vous validez vos scénarios? En fait, ce qui est assez particulier avec le jeu vidéo, c'est qu'en fonction de ce qu'on veut faire comme expérience, souvent on doit se bricoler ses propres outils. Et c'est assez marrant parce qu'il y a assez peu d'univers de fiction comme ça où on doit autant innover pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et donc pour Léon par exemple, donc le principe du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on est dans un livre pour enfants avec une illustration et du texte qui raconte une histoire. Et en fait en touchant certains éléments de l'illustration, on va pouvoir activer le texte qui correspond dans la zone de texte. Et ça fait des petites étiquettes et on peut échanger deux étiquettes entre elles et donc ça modifie le sens de l'histoire, ce qui se passe dans l'illustration et ce qui se passe dans la suite du livre. Et donc avec ce principe-là d'échange de mots, on peut résoudre des énigmes et puis avancer dans une histoire interactive. Et donc typiquement, il n'y a aucun jeu qui existe avec des étiquettes qui se déplacent, donc il n'y a aucun moteur de jeu qui existe qui permet de faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise un moteur de jeu, dans notre cas un middleware qui permet de faire assez rapidement, d'aboutir assez rapidement à quelque chose qui est Unity et qui permet aussi d'être sur plusieurs plateformes sans trop de difficultés. Et à partir de là, on va aller créer nos outils pour pouvoir faire le gameplay qu'on va faire. Et donc nous, on mélange beaucoup d'outils différents pour arriver à ce principe. Donc on a un système un peu avec JSON, avec du code, où on va dire ça c'est tout le texte du jeu, ça c'est les mots qui sont interactifs, ça c'est les variantes, parce qu'évidemment en fonction de où on place le mot, ça peut changer au niveau de la grammaire, au niveau des accords, un mot féminin peut devenir masculin au singulier du pluriel. Donc il va falloir donner toutes ces variantes-là d'un côté. D'un autre côté, on a un autre fichier pour la structure du jeu, on va dire en fonction de tel état, on est sur telle page, et si on tourne la page, on arrive sur telle page. Et donc là, pour nous, on est aussi dans du code dans du script. Et il y a ensuite tout le moteur un peu plus complexe qui va gérer le fichage des images, les sons, etc., qui va être géré via Unity. Et on a aussi un système d'indices, par exemple, où en fonction de n'importe quel moment, le joueur peut demander un indice pour avoir une idée de ce qu'il faut faire. Et du coup, il peut être dans plein d'états différents. Donc, en fonction de ça, nous, on a créé un système d'arborescence qui va aller vérifier dans quel état est le jeu, et qui, en fonction de ça, va lui donner un indice différent. Donc ça, c'est encore un autre outil qu'on a utilisé. Donc voilà, c'est un peu des exemples pour montrer que la plupart du temps, c'est pas juste tout le monde a le même moteur, et puis on utilise le même outil pour faire des choses différentes, c'est vraiment créer soi-même. Voilà. Vas-y, en fait, je laisse ce que tu n'utilises pas forcément ça dans Hauser, mais qu'est-ce que toi... Moi j'utilise Word. J'ai apporté 2 Word pour vous montrer, si on a le temps de les voir un de ces moments, pour vous montrer, mais quand on me demande de faire un jeu, j'ouvre un document Google Drive, en fait, Word, voilà, et je tape tout simplement l'histoire, quoi. Moi je suis assez d'accord avec toi, Charlotte, c'est qu'en fait, en tout cas de par mon expérience à Dontnod, on a toujours eu la chance d'avoir des développeurs qui développaient les outils dont on avait besoin. Donc typiquement dans la partie scénar, effectivement, dans le jeu vidéo, moi j'utilise Word tout simple pour écrire toutes les trames. Le scénar de Life is Strange, c'est un truc comme 150 pages, donc c'est un gros roman en fait. Donc ça pour le coup tu l'écris en Word. Et après pour tout ce qui est dialogue, donc je suis nullement technique, donc c'est un espèce de logiciel dont j'ai absolument pas le nom, où en fait tu crées des boîtes où tu dis le début du dialogue c'est ça, et après tu fais tes embranchements avec ça c'est la réponse que tu réponds, machin, en fait tu fais une espèce d'arborescence. Et ça en gros il y avait des mecs dont c'était le boulot à Dontnod de prendre toutes les phrases de dialogue et de les coder à l'intérieur pour faire un peu cette espèce d'arborescence de dialogue à choix multiples. Et si on rewind le dialogue, qu'est-ce qu'on apprend en plus, voilà, avec tous ces trucs-là. Après, en termes de plus là, après quand je bosse en scénar ou en série, c'est du final draft, et c'est du final draft même obligatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui bossent en fiction pure sans final draft, parce que c'est un outil qui est vraiment hyper dédié à la fiction, et qui permet surtout, à partir d'un scénar, d'extraire un plan de travail, d'extraire des fiches personnages, d'extraire
des nombres de dialogues par personnage, etc. Donc c'est vraiment l'outil qui est ultime en fiction, c'est Timemark. Voilà. Alors moi, donc du coup, j'ai 2 micros. Alors moi, je dis effectivement, alors, c'est plus la suite Office parce que du coup, il y a évidemment Word, c'est-à-dire que c'est quand même le logiciel le plus simple pour poser les bases, définir l'univers, les personnages, le SimCity, le pitch, etc. Donc toutes les premières idées, l'arche générale. Après, j'ai beaucoup bossé sur Tableur, parce que Tableur, ça permet de faire justement une logique de base de données. C'est assez simple d'insérer du coup les données, enfin récupérer les données et les mettre au bon endroit dans le code du jeu. Ça, c'est pas moi qui fais, c'est ceux qui justement vont coder et vont implémenter ça dans le jeu avec les fichiers images, son et autres. Donc ça, je me suis retrouvé à du coup travailler en Tableur. Et puis, il m'arrive aussi de prototyper, mais c'est du prototype. Donc ça, c'est des versions intermédiaires et comment dire, entre dans la boîte, dans le studio, c'est Twine. Twine permet effectivement de tester de l'interactivité simple avec de l'arborescence, mais ensuite pour l'implémentation dans le code et dans un jeu, c'est pas forcément génial. Donc c'est juste pour une première étape, pour valider, pour voir déjà un peu qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est assez simple à faire en fait, effectivement. Et ça, donc un scénariste qui n'est pas du tout codeur, game designer, peut se démerder ça rapidement avec toi et arriver justement à proposer une offre de narration interactive. Voilà. Je veux juste rajouter un truc, c'est vrai que quand on parle d'outils, ça dépend beaucoup de à quel niveau on se place. Parce qu'effectivement, on peut dire, j'écris un scénario, j'utilise Word pour écrire un scénario. Il y a le côté aussi, je dois écrire avec d'autres personnes. Et du coup, nous, Google Drive, ça a été l'outil ultime pour pouvoir avancer ensemble et partager sur des documents, écrire ensemble en même temps. Effectivement, les tableurs, c'est hyper important pour des gens à plein de niveaux différents dans l'avancement d'un jeu. Nous, par exemple, on l'a beaucoup utilisé pour la traduction du jeu. La traduction d'un jeu qui joue sur les mots, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça permet de pouvoir discuter et travailler, même avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, et d'avancer en même temps sur des documents. On peut parler aussi des bases de données et des serveurs, parce qu'on a des versions de jeux qui avancent petit à petit, et dans le cas d'un studio indépendant, on avait des gens dans 5 ou 6 pays différents. Et du coup, il faut réussir à trouver un moyen que tout le monde ait la dernière version du jeu et que tout le monde puisse rapatrier son travail au même endroit pour que la production avance. Donc c'est vraiment très très large le panel d'outils dont on a besoin pour pouvoir avancer un jeu. Je peux présenter ça? Ouais, clairement. Je vous ai apporté 2 documents de travail. En plus, c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc, alors, dessin un peu plus bas, beaucoup plus bas même. Alors, donc ça, c'est un jeu un joueur. Donc c'est ce que je livre quand je livre un jeu pour faire un jeu comme Outer Chronicle, qui est une fiction interactive mobile. Encore un peu plus bas. Voilà. Allez, encore un peu. Voilà, stop. C'est bien. Donc en gros, c'est super simple, vous allez voir, mais simplicité, ça a beaucoup de versatilité. C'est-à-dire qu'on a un choix. Par exemple, sortir du camion, vous avez une description avec des dialogues. Les dialogues, vous voyez, c'est très normé, 2 points, guillemets français, etc. Descends un petit peu plus bas. Voilà. Et donc, à la fin de la séquence des dialogues, on a un retrait ou non du choix et des déblocages ou non d'autres choix. C'est une structure semi-ouverte qui permet à la fois d'avoir des embranchements, comme dit Don Zacleros, si on n'est pas, on va dire, habile, mais on peut faire plein de choses. On peut créer un open world juste avec une structure de ouvrir, fermer des choix. Donc, je livre ça et on va dire, on peut même copier-coller ça dans un interpréteur et ça peut carrément compiler. C'est ce que me promettent Midnight Mood qui fabrique le logiciel, mais on n'en est pas encore, mais on va vers ça si on a une discipline très stricte. Et je vous apporte un autre document, si tu peux switcher sur l'autre. Ça, c'est plus intéressant. Alors, descends un petit peu. Ça, c'est un jeu 2 joueurs. C'est-à-dire que vous faites des choix et un autre joueur, c'est-à-dire qu'il y a un autre device qui joue avec vous dans la même partie, qui fait des choix. Donc là, il y a M et B, donc c'est Bénédicte et Martin, mais vous aurez le nom que vous voulez, mais c'est des noms qu'on a utilisés dans le jeu. Donc vous voyez, le premier choix, il est marqué BM, ça veut dire que l'un ou l'autre peuvent dire ça, et quand c'est B, il n'y a que Bénédicte qui peut le dire. Et quand c'est M, il n'y a que Martin qui peut le dire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, dans les choix que les joueurs font, il y a des personnalités imposées. Par exemple, Martin,
c'est quelqu'un qui est un peu, je sais pas, un homosexuel refoulé, qui a des problèmes d'agressivité, tu vois, Bénédicte, ça se passe en 1986, donc c'est très particulier la mentalité des gens. On va dire, on peut à la fois faire ressortir les personnalités, mais surtout, tant que quelqu'un n'a pas fait, tant que l'autre joueur n'a pas fait un choix particulier, et bien parfois on se retrouve bloqué. Ou au contraire, l'autre joueur peut être un gros boulet et vous entraîner dans des endroits où vous ne voulez pas du tout aller. Donc c'est un peu l'essence du jeu. Et vous voyez encore là, c'est extrêmement normé, et on est quasiment dans... Enfin, j'écris comme un robot, on va dire, donc voilà. Mais ça reste un document Word, c'est pas très compliqué de vous y mettre. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait quand on a créé ce système-là et l'autre, c'est j'ai imposé ça, j'ai dit, bon les mecs, je vais écrire comme ça, et je vais écrire comme un robot, et ils ont fait le logiciel derrière. Donc, c'est pas... Voilà, c'est tout. Moi, j'avais envie de revenir sur